Salut et bienvenue pour ce dernier épisode de Ciné Story consacré aux effets spéciaux, mais je vous rassure, ce n'était qu'un préambule, la suite arrive dès la semaine prochaine. On va parler d'un nouvel effet spécial que Matrix a largement popularisé, c'est le bullet time. Et je suis quasiment sûr que vous avez déjà tous entendu ce mot, mais que vous ne savez pas exactement ce que c'est. Alors en fait, le bullet time, c'est un effet non pas obtenu grâce à une caméra, mais par toute une batterie d'appareils photo disposés le long ou tout autour de l'action. Ces appareils photo sont déclenchés automatiquement avec un différentiel de temps très court, ce qui donne l'illusion d'une caméra qui se déplace à vitesse normale autour d'une action figée ou ralentie à l'extrême. Bon, pour être tout à fait honnête, bien qu'à la sortie de ce film, on ait trouvé cet effet formidable, son origine ne date pas d'hier. Cette technique est antérieure à l'invention du cinéma. C'est un certain Edward Muybridge qui imagina un dispositif capable de capter les différentes phases du galop d'un cheval. En 1876, pour une de ses expériences, il a placé le long d'un mur une dizaine d'appareils photo qui étaient déclenchés à l'aide de fils que le cheval arrachait à son passage. Ce que vous voyez là, c'est donc un enchaînement de photos prises en même temps que le cheval avançait. On passe maintenant à quelque chose d'énorme, un procédé incroyable qui permet de donner vie à des personnages tels que Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, César dans La Planète des Singes ou à tout l'univers d'Avatar. Il s'agit de la motion capture. Comment ça marche? Je sais pas. En fait si, mais c'est compliqué, il y a plusieurs techniques, donc on en reparlera dans une vidéo spéciale. Mais pour faire simple, on va juste parler de la motion capture optique, parce que c'est exactement ce que vous imaginez. Oui, c'est bien cette technique où les acteurs portent des sortes de combinaisons avec des boules disposées sur différentes parties du corps, le plus souvent sur des articulations ou autres endroits stratégiques. Ces petites boules, ça s'appelle des marqueurs. Tout un dispositif de caméra est chargé de balancer des rayons infrarouges sur ces marqueurs pour ensuite enregistrer les réflexions. L'ordinateur peut ainsi retranscrire le positionnement des marqueurs dans l'espace et créer un modèle 3D. Et c'est en 2004 avec le film Pôle Express de Robert Zemeckis qu'apparaît la performance capture, qui n'est ni plus ni moins qu'une amélioration de la motion capture, mais qui permet non seulement de capter les mouvements, mais aussi l'expression du visage des comédiens. Avec une technologie permettant de calculer beaucoup plus de capteurs, les petits points verts que vous voyez à l'écran, et une caméra qui filme le visage en gros plan, on peut donc retranscrire avec une très grande précision le mouvement de toutes les parties du visage. Et c'est cette technique qui a entre autres été utilisée pour le film Avatar. Mais le tournage était si complexe qu'on va en parler 2 minutes. À la base, quand on veut prévisualiser directement le rendu de la motion capture sur le plateau, on voit simplement sur les moniteurs des barres blanches qui s'animent sur un fond noir. L'exploit que voulait réaliser James Cameron, c'était de pouvoir visualiser le rendu 3D des personnages et des paysages dès le tournage pour accentuer le réalisme du jeu des acteurs. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'afficher sur l'écran de retour de la caméra, non pas les acteurs avec leur combinaison sur le plateau, mais en basse qualité, ce qu'allait être la version finale du film. En gros, les acteurs couverts de capteurs qui enregistrent leurs expressions, mouvements et gestuels sont remplacés en temps réel par les vrais personnages du film. Et ça, c'est du jamais vu. On va maintenant parler d'un effet spécial qui, à titre personnel, me fait vraiment, mais alors vraiment kiffer. C'est la compagnie Lola VFX qui réalise, à mon sens, l'une des plus grandes prouesses techniques de ces dernières années, rajeunir numériquement des acteurs. Pourtant sur le papier c'est pas si compliqué, il suffit d'utiliser de vieilles photos ou de vieux films incluant la personne que l'on souhaite rajeunir, d'observer les mouvements de son visage à cet âge-là et de les reproduire numériquement pour remplacer la dernière prestation du comédien en question. Et si le corps de l'acteur ou de l'actrice n'est plus ce qu'il était auparavant, il suffit d'utiliser une doublure sur laquelle on colle numériquement la tête rajeunie. Oh putain, en fait si, c'est vachement compliqué. Bon ok, parfois le résultat est un peu chelou. Mais par exemple, dans le film Benjamin Button, le vieillissement et rajeunissement de Brad Pitt est une véritable réussite. Surtout quand on se dit que cette technologie n'a que 10 ans. On n'en est qu'aux prémices. Dans le même ordre d'idée, et à titre d'anecdote, il faut savoir qu'Henry Cavill était à la fois sur le tournage de Mission Impossible 6 et présent pour les reshots du film Justice League. Le souci, c'est qu'il doit porter une moustache qu'il ne peut absolument pas raser, la production de Mission Impossible lui interdisant par contrat. Et Superman n'a pas de moustache. Il a donc fallu retirer numériquement ses poils pour un coût total de 25 millions
de dollars. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on se dirige vers un cinéma tellement perfectionné que les acteurs n'ont même plus besoin d'être vivants pour jouer dans des films. Par exemple avec Star Wars Rogue One et le retour de Moff Tarkin. Même si là, il a plutôt une tronche de dessin animé. Le véritable acteur qui joue son rôle est mort en 1994. Et Rogue One est sorti en 2016. Et attends, il n'y a pas que ça, on voit de plus en plus d'acteurs qui sont de toute façon remplacés par des doublures 3D pour les scènes d'action. C'est à se demander quel est encore le rôle de l'acteur. Dans Avengers, l'ère d'Ultron par exemple, Robert Downey Jr. n'a que très peu joué par rapport à sa présence à l'écran. Toutes les scènes où il est en armure, l'acteur n'est pas là. Bon, on lui demande pas non plus d'aller se battre dans son armure volante. Mais quand même! D'ailleurs, petit aparté, en parlant de son armure, il faut savoir que soit elle est en plastique, soit entièrement en 3D, et que toutes les textures sont ajoutées par ordinateur. Ce qu'on appelle des textures, c'est des quantités de couches ajoutées numériquement, composées de traces de doigts, d'éraflures, de poussière, pour rendre l'armure, par exemple, moins artificielle. Et c'est ce qui fait que depuis plusieurs années, quand on pense aux effets spéciaux, on pense aux blockbusters que Disney, qui a pratiquement tout racheté sur Terre, y compris ton âme, nous pond tous les ans par paquet de 20. Les blockbusters, littéralement, qui fait exploser le quartier, niveau subtilité on est là, nous amènent dans l'ère du tournage en studio, qui ne dure généralement pas plus longtemps qu'une cinquantaine de jours, alors que la post-production, qui devient un processus de plus en plus important, met environ 2 ans. Par exemple, le film Le Livre de la Jungle, sorti en 2016, a été tourné à 100% sur fond bleu. En fait, tout a été tourné dans un grand studio dans le centre-ville de Los Angeles, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez à l'écran, à l'exception de l'acteur qui joue Mowgli, a été généré par ordinateur et animé. Alors certes, dans Avengers 2, 3000 plans du film contiennent des effets numériques en tout genre. Mais attention à ne pas réduire les effets spéciaux aux effets numériques. Comme j'ai déjà dit, les effets numériques sont ceux générés par ordinateur. Mais certains effets spéciaux peuvent très bien être créés pendant le tournage. Et oui, on retiendra que certains réalisateurs résistent encore et toujours à l'envahisseur, dont Christopher Nolan, particulièrement dans son film Inception, où il n'y a que 400 plans qui contiennent des effets numériques. Par exemple, la scène du couloir en apesanteur a nécessité 500 techniciens et 3 semaines de tournage. Joseph Gordon-Levitt n'est en effet pas devant un fond vert. Les décors, dont un couloir horizontal tournant à 360 degrés et un vertical, furent construits dans un hangar à avions en Angleterre. Et la scène où Ellen Page et DiCaprio sont assis à une terrasse, devant un fond vert? Incrustation 3D? Non, l'explosion a bien eu lieu. Ils ont littéralement mis des canons à air à l'intérieur du café et dans les gradins de l'autre côté de la rue, et ont tout fait sauter autour des acteurs. Je pense qu'il est inutile de préciser que l'escalier de Penrose est réel. En fait, les marches ont été construites de telle façon que si vous les regardez d'un angle, le niveau le plus haut s'aligne avec le niveau le plus bas. On va parler des autres films de Nolan parce que l'utilisation qu'il fait des effets visuels est vraiment dingue. Mais pas maintenant, parce que cet épisode est terminé. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à la partager, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, bye!